de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radiolebene.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte. Mardi 4 juillet 2023, premier mardi du 7e mois de l'année, je vous espère très nombreux à l'écoute de votre radio préférée, Radio Le Bénin. Auditeurs et auditrices de la radio Le Bénin, je suis Charles Yao, votre humble serviteur, ensemble avec vous pour un nouveau numéro de l'émission La Voix de la Diaspora, cette émission qui se passe chaque mardi de 16h à 17h. Derrière la baie vitrée, nous avons Guillaume Agbehovia, une courte pause et nous vous revenons avec notre invité du jour en la personne de Kodjovi Koko Afiankayebou de la diaspora vivant en France, ingénieur en génie civil de formation et président fondateur de l'association Éco-Attitude. Une courte pause et nous vous revenons. Votre radio préférée, radiogameli.com, la première radio en ligne au Togo, devient radiolebene.tg. Désormais, vous pouvez nous capter sur www.radiolebene.tg. Vous pouvez nous capter sur www.radiolebene.tg. Nous avons deux numéros sur lesquels vous pouvez intervenir à l'instar de plus 228 91 36 97 34. Je rappelle nos numéros. Le premier numéro, c'est le numéro WhatsApp. Bien évidemment, le plus 228 91 36 97 34. Et le second numéro, c'est le plus 228 22 22 52 27. Plus 228 22 22 52 27. Je vous rappelais que nous allons recevoir pour vous aujourd'hui Kodjovi Koko Afiankayebou de la diaspora vivant en France, ingénieur en génie civil de formation et président fondateur de l'association Éco-Attitude, qui est la personne avec qui nous allons parler du panafricanisme, nous allons débattre en long et en large du panafricanisme et d'un congrès que va accueillir le Togo en 2024. Monsieur Koko Afianke, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Très bien, et vous-même? Dieu merci, ça va. Merci de nous accorder de votre temps, monsieur Koko. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier, de me faire l'honneur de m'accueillir sur cette radio. C'est une première pour moi et je remercie tous les auditeurs d'être fidèles à cette radio comme ils peuvent. C'est un plaisir partagé. Monsieur Koko, nous vous laissons vous présenter vous-même, si vous voulez. Moi, je me présente, je suis monsieur Ayebou Afianke Adimado, je suis fondateur de l'association Éco-Attitude et président de l'association des Togolais de Nancy, donc qui est dans une ville dans l'est de la France. Je suis aujourd'hui sous la casquette de panafricaniste modérateur. Par mon parcours de président des étudiants francophones de mon université où j'ai fait mes études au Ghana, plus précisément à l'université de Kwame Nkrumah. Donc, on parlait de panafricaniste, je pense que le nom est bien trouvé. Kwame Nkrumah University of Science and Technology, KNUST, où j'ai eu l'honneur de pouvoir décrocher un bachelor en sciences
of Civil Engineering. Donc, de par cette position de président des étudiants francophones de mon université, j'ai développé cette fibre pour le panafricanisme depuis mes premiers pas à l'université. Merci. Merci à vous aussi. Ce qui veut dire que nos éditeurs et auditrices auront des informations riches ce soir. On espère. Merci beaucoup. Et là, tout droit, Monsieur Coco, quand on parle du panafricanisme, pour vous, qu'entendez-vous par le panafricanisme? Le panafricanisme, pour moi, c'est tout simplement l'amour pour notre cher continent, l'Afrique, pour être vraiment vague. Voilà. L'amour pour notre continent, l'Afrique, comment vivre, ou bien comment peut-on entretenir cet amour pour notre continent dans ce monde où tout va vite? C'est-à-dire que nous avons les Occidentaux par ici, et par là, mais l'Afrique doit aussi sortir la tête de l'eau. Comment vivre cet amour pour notre continent? Eh bien, moi, je vais tenir une seule ligne directrice cet après-midi, c'est si on aime vraiment déjà l'Afrique, il faudrait absolument qu'on aille lire nos aînés, qu'on lise les romans que les grands panafricanistes de tous les temps ont écrits, parce que je ne sais pas s'il faut dire par hasard ou par vision, en tout cas, ces grands visionnaires qu'ils étaient ont écrit des choses depuis les années 50 qui sont aujourd'hui plus que d'actualité. Et donc, moi, je vais inviter encore une fois tout le long de cette émission à retourner vers des auditeurs, enfin des écrivains africains. Et je trouve qu'on lit très peu et ça fait que nous retombons dans les mêmes erreurs alors que nous avons déjà des solutions toutes écrites, des boulevards tout tracés. On n'a qu'à conduire nos Ferrari et nos Lamborghini dessus. Et là, en tant que personne ressource, si vous nous donnez un peu de... vous nous retracez un peu ce que ces anciens, ces panafricanistes nous ont légué comme héritage, si je me peux le dire ainsi. C'est-à-dire si nous prenons les Kwame Nkrumah, si nous prenons les Thomas Sankara, etc. Dites-nous un peu ce que vous retenez de... D'abord, il faut dire que chaque personne, chaque Africain devrait justement se positionner par rapport à l'histoire qu'il a vécue pour pouvoir savoir quel est vraiment son mentor. Moi, aujourd'hui, mon mentor, c'est Kwame Nkrumah, parce que encore une fois, il a tracé des routes, je disais tantôt, c'était pour reciter un peu quelques de ses phrases. Mais il a pensé l'Afrique dès le début, la veille des indépendances. Il a été au bout de sa démarche avec des propositions concrètes, des livres qu'il a sortis. Sylvanus Olympio, si je peux me le permettre, a suivi un peu et a emboîté ses pas. Nous avons là, on va dire, 2 grands monuments qui viendront s'ajouter, Thomas Sankara plus tard, mais vraiment déjà au moment où Kwame Nkrumah avait tracé on va dire les débuts du panafricanisme, il a tout de suite compris que nous ne pourrons jamais réussir ce combat si chacun y va de son côté. Et donc, si on doit par exemple résumer pour ma part tout simplement le panafricanisme ou ce que nous ont légué tous ces auteurs que je me ferai plaisir de vous citer quelques-uns au fur et à mesure qu'on évoluera dans l'émission, eh ben, ce serait déjà l'unité de l'Afrique qu'ils ont compris dès le départ. Et je pense que tous, sans exception, ont soit péri faute de l'unité, ou soit été vraiment forts, ou en tout cas ont trouvé leur place de leader grâce à l'unité. Et donc, c'est là où on se rend compte de la force de l'union et que justement, c'est ça qui fait peur au monde entier parce qu'ils savent que, comme l'a chanté notre cher Alpha Blondy, quand on est unis ou quand on sera unis, ça va faire mal.
ça va faire mal. Je m'arrête là. Ah oui, vous allez vous arrêter là, vous avez touché un point, vous avez parlé de l'unité de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette unité dont revendiquent nos pères, nos panafricanistes qui ont laissé leur âme, est-ce que cette unité-là y est aujourd'hui? Et pour vous, est-ce que nous vivons l'unité? Est-ce que l'Afrique est vraiment unie? Alors, moi, je suis sur une ligne par rapport à l'Afrique qui est toujours de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc, c'est pour ça que je reviens encore sur le fait que quand on ne connaît pas son histoire, oui, quand on ne lit pas ce qui s'est fait dans les années passées, eh ben, on pense qu'on est en train d'arriver sur un sujet tout neuf et puis on veut, j'ai envie de dire, montrer toute sa ferveur, toute son énergie en voulant donner des idées, des propositions. Mais malheureusement, il suffit de juste connaître son histoire pour se rendre compte que l'unité dont on parle aujourd'hui a toujours été, c'est-à-dire la quête de l'unité. Parce que l'unité, je veux dire, même l'Union européenne, on voit un peu ce que c'est aujourd'hui. Et même au sein des États-Unis, qui sont eux même pas une union de pays, mais plutôt de fédérations, pour dire que chaque fédération reste certes indépendante, mais dépend en tout cas de l'union des États d'Amérique. Nous sommes aujourd'hui confrontés à quelque chose qui a toujours été là depuis le début des temps, depuis même la constitution des continents, et que ce n'est qu'un cheminement vers cette perfection que nous devons savoir à quel niveau nous nous situons. La question même que vous m'avez posée est erronée, puisque c'est comme si vous me demandiez si aujourd'hui on peut dire que l'Afrique est parfaite. Je veux dire, je ne pense pas que les États-Unis d'Amérique sont parfaits. Je ne pense pas que la Russie est parfaite. Je ne pense pas que l'Union européenne est parfaite. On l'a encore vécu tout récemment avec le Brexit. Je pense qu'on doit plutôt comprendre que la recherche de cette unité-là en Afrique ne peut pas être juste pris en dehors du climat politique, géopolitique, et voire même du néocolonialisme qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, on est à une ère où on ne peut pas parler de l'Afrique sans parler de la diaspora africaine. On ne peut pas parler de la diaspora africaine sans parler des pays où résident les ressortissants africains. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la vie de chaque membre de la diaspora, dans tous les autres continents sur lesquels ils sont situés, affecte directement l'Afrique. Merci. Donc, on ne peut pas, on peut pas parler de la paix ou de l'unité en Afrique sans déjà retracer cette histoire et se rendre compte de la réalité de nos ressortissants africains dans ces différents pays. Je donne juste l'exemple un peu, si on doit être plus concret, de ce que subissent les Noirs depuis un certain temps aux États-Unis. Mais et là, on ne parle même pas de ceux qui n'ont pas les papiers. Là, je vous parle des Américains qui sont nés aux États-Unis, qui ont tous les papiers, qui ont tout leur... Et on le voit, comment ils meurent comme des mouches. Ce n'est pas moi qui le dis, il suffit juste d'allumer la télé. Vous n'inventez rien, vous n'inventez rien vraiment. Rien. Voilà, et là, pas plus tard que cette semaine encore, je pense que si quelqu'un a eu la chance de tourner ne serait-ce qu'une radio ou d'allumer sa télé, on voit très bien ce qui se passe en France. Oui, tout à fait. Et là, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire. Donc, on ne peut pas aujourd'hui demander à l'Afrique, qui n'est qu'un continent, enfin, qui n'est qu'à l'aube de son apogée, comme on peut dire, si je dois rester dans des termes empiriques, comme on peut parler de l'empire Songhai, on peut parler de l'empire du Mali, de l'empire Gao, etc. Et l'apogée de chaque empire définit, j'ai envie de dire, le moment de gloire de cet empire-là. Aujourd'hui, on n'a même pas encore frôlé le moment de gloire de l'Afrique.
Et on parle de la paix ou de l'unité en Afrique, c'est pas possible. Nous sommes dans une démarche où nous devons tendre vers, certes, cette unité-là, mais l'unité-là, elle ne peut exister que au bout du cheminement ou en tout cas dans un parcours. Pour répondre clairement à votre question, oui. Je pense que rentrer dans une recherche de si oui ou non l'Afrique est unie par rapport à tout ce que l'État, on va dire nos États africains font aujourd'hui, en fait, n'est que répondre, on va dire, en partie à votre question. La vraie réponse se trouve dans cette globalité-là, oui. Où nous sommes dans une mondialisation très puissante avec des États. C'est comme si on est parti, on va dire, à une compétition où tous nos compétiteurs sont pratiquement 1000 fois plus entraînés que nous, ont eu la chance d'avoir beaucoup plus d'avance sur nous, et donc forcément influencent la paix et l'unité que l'Afrique pourrait avoir. Donc pour moi, nous sommes en train de nous battre avec la réalité que nous avons, nous, Africains, par rapport à toutes ces réalités. Et oui, nous n'avons pas encore atteint l'idéal, mais je pense que l'Afrique est sur le bon chemin. Merci beaucoup, Monsieur Koko Afianke Ayebou. Vous avez ouvert la brèche, vous m'avez tendu la perche. Vous avez fait cas de la mort de Naël en France. Et comment vivez-vous en tant qu'Africain, en tant que membre de la diaspora, comment vivez-vous ces genres de situations envers les Africains ou bien les descendants afro? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il faut dire que oui. Je peux répondre en même prenant déjà la genèse de mon projet Éco-Attitude, qui est un projet écologique qui vise à tout simplement permettre à ce que la jeunesse, et pas forcément africaine, mais la jeunesse se mobilise et se dise « Ok, nous aussi, nous sommes en train de rentrer dans une démarche de lutte contre le réchauffement climatique. » Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que j'ai observé un peu, moi, le milieu étudiant quand je suis arrivé en France, et j'ai constaté qu'il y a une mer noire, enfin on va dire la mer rouge comme celle que Moïse a séparée, qui se dresse quand on voit un peu les activités que les associations françaises organisent, ou bien même les marches pour des causes des fois qui concernent aussi les Africains. Il y a j'ai envie de dire, la foule elle est blanche, elle est très peu colorée. Et quand des fois, il y a des causes qui sont aussi pour des choses qui peuvent concerner et les Blancs et les Noirs, et que c'est organisé par des associations africaines, et bien la foule, elle est noire, et donc du coup, il y a très peu de Blancs. Alors, je me suis dit, mais comment se fait-il que... En fait, ça m'a tiqué. Je suis allé chercher à comprendre pourquoi quand les Africains organisent par exemple des choses, les Blancs ne sortent pas pour militer à côté de nous. Et pourquoi quand il y a des Noirs, des Blancs qui organisent des choses, souvent les Noirs ne se sentent pas concernés. Et par tout simplement la collecte des objets usuels et le fait de revaloriser ces objets en les donnant à des étudiants qui arrivent en début d'année et qui sont en situation de précarité, vous l'aurez compris, je touche directement un public majoritairement étranger. Tout à fait. Et donc, ce public-là, comme elle est majoritaire, ce public, il est majoritairement étranger, pardon, et ben, ça fait que nous avons dans nos rangs tout de suite beaucoup d'Africains qui se sentent concernés par le fait que, soit leurs frères ou bien eux-mêmes sont passés par là où ils sont arrivés du jour au lendemain d'Afrique, en France, ils n'avaient rien pour chauffer leur petite nourriture, il n'y avait pas de micro-ondes, ils ont galéré pour pouvoir meubler leur chambre. Donc, par un projet aussi écologique, j'arrive finalement à faire intégrer des jeunes Africains qui viennent en France et qui se sentent tout seuls dans une communauté finalement que je suis toujours dans une démarche de recherche, de ne pas en fait finalement me cantonner que sur des jeunes Africains qui se regroupent finalement entre eux. Mais on est en France et donc du coup d'aller finalement s'intégrer dans la réalité de la France, dans ce pays qui nous héberge, qui nous permet de faire nos études, et donc à essayer d'attirer dans nos rangs des jeunes blancs qui éventuellement sont animés par la fibre écologique et donc qui vont venir chercher dans cette association une manière de finalement aussi s'intéresser un peu à l'Afrique et aussi à ce que nous faisons qui reste donc
le cœur du projet, c'est-à-dire l'écologie. Donc, vous voyez comment, par exemple, par l'écologie, je réussis à intégrer les Blancs et les Noirs, faire cette mixité. Et là, pour le coup, je citerai Aimé Césaire, qui m'a beaucoup inspiré. Je vous invite vraiment à aller lire tous les œuvres d'Aimé Césaire. C'est quelqu'un qui a toujours été pour le métissage, le brassage des ethnies, des couleurs, etc. Et donc, c'est grâce à ça que moi, j'ai perçu justement, par ce projet, une opportunité de finalement faire, aller hier seulement ou avant-hier, dimanche, on a fait par exemple une grande fête ici à Nancy qui s'appelle la fête des associations. Vous avez toutes les associations, 95 associations, qui se réunissent et qui partagent des moments de joie, de festivité, etc. Vous imaginez qu'on peut compter à peine 2 associations africaines, c'est-à-dire tenues par des Noirs, qui sont représentées, la mienne et une autre togolaise aussi. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ça s'explique tout simplement par le fait que nous-mêmes, Africains, n'avons pas encore intégré le fait que quand on arrive quelque part et qu'on a la possibilité de pouvoir dompter ce milieu-là, il ne faudrait pas qu'on se laisse justement aller par des petites phrases haineuses qui ne vont rien apporter à notre développement. Aujourd'hui, certains panafricanistes, et là c'est l'occasion de le dénoncer, pensent que tout ce qui est blanc, on doit éventuellement forcément le peindre en mode méchant, qui n'est pas bon, qui ont prôné l'esclavage, qui ont fait souffrir nos aïeux, etc. etc. Oui. Moi, je n'ai jamais dit non, que effectivement l'esclavage a existé, ils ont fait souffrir. Mais quand on a en face de nous un jeune blanc qui n'a rien demandé à qui que ce soit, qui lui-même déjà galère pour s'en sortir dans son pays, et qui a des parents qui n'ont rien à voir avec le racisme, et que parce que peut-être dans une blague ou bien par mégarde, il a placé un mot qui n'est pas éventuellement correct, pourquoi est-ce qu'on doit tout de suite faire un raccourci et le rattacher à tout ce qui est effectivement blanc pour dire oui, le blanc est ci, le blanc est ça, donc voilà pourquoi de toute façon j'aime pas les blancs. Mais moi je suis profondément contre ce discours finalement aussi discriminatoire que le racisme en lui-même que nous-mêmes nous subissons, c'est-à-dire je tiens toujours à faire la différence entre le niveau que nous, on doit tenir, c'est-à-dire on doit réussir à élever l'esprit pour ne pas se rabaisser finalement au même niveau que ces racistes-là, au même niveau que finalement ces personnes qui nous ont tellement haïs, à telle enseigne de dire que notre peau devrait servir qu'à faire des souliers. Donc, si finalement on rentre dans ces comportements, je me dis, quelle est la différence finalement entre le noir et le blanc? On peut dire que si on avait eu l'opportunité, par exemple, d'être nous noirs, à l'époque, peut-être nantis plus que les blancs, on serait aussi venus les coloniser et puis peut-être faire subir aux blancs ce que les blancs nous ont fait subir. Vice-versa. Et c'est justement ça que moi je dénonce dans le panafricanisme. C'est-à-dire que restons pour le développement de l'Afrique, certes, mais ne basculons pas dans une recherche finalement de la déstabilisation des autres colonies, enfin des autres cultures. La recherche de s'intégrer en France ou dans un autre pays, que ce soit aux États-Unis ou en Russie ou etc., en Inde, pour moi en tout cas, la recherche de pouvoir s'intéresser à ce qui se passe dans une autre culture n'est pas forcément le reni ou le déni de sa propre culture. Au contraire, ça ne fait que venir en fait nous ouvrir l'esprit et nous élever dans le niveau d'argumentaire que nous pouvons avoir par rapport à bien sûr la haine qui naturellement est humain et qui viendra tôt ou tard dans nos échanges, dans nos collaborations. Et donc, quand on est préparé à pouvoir faire face à une certaine vague de colère ou de haine envers l'autre, on n'est pas forcément facilement, en tout cas, happé par la colère qui vient naturellement. C'est-à-dire quelqu'un qui te frappe dans le visage, tu as juste envie de lui foncer dedans et de lui redonner le coup. Mais tu te retiens 2 secondes et tu te rends compte que redonner le coup, pareil, finalement, te met au même niveau que la personne qui est en face de toi.
Et ça, ce que je vous dis, c'est vrai que c'est peut-être prophétique, ça sonne comme dans la Bible, pour ceux qui croient en Dieu, Jésus dit, quand on te gifle, il faut donner la seconde joue. Je n'irai pas jusque-là. Mais ce que je dénonce, c'est en tout cas tout simplement de ne pas être dans un discours de finalement rejeter tout ce qui est blanc sans aucune réflexion derrière. Et malheureusement, c'est ça, comme pour répondre donc à la question, c'est ça qu'on voit aujourd'hui à la télé. Et moi, je suis tellement désolé, c'est-à-dire la tristesse qui m'a pris quand j'ai vu comment ce jeune a été abattu comme un chien, il faut le dire. Et quand je vois finalement la colère qui est justifiée dans les cœurs de nos frères, mais la manière dont ça s'exprime dans des brûlures de maisons, d'attaques, des mairies, etc., je me dis, mais sincèrement, est-ce que c'est ça qui va nous faire ramener ce jeu et qui va faire qu'on pourra justement améliorer des choses? Oui. Je pose la question. Oui, je n'ai pas de réponse. Coco, vous n'avez pas de réponse. Je reviendrai sur cette partie que vous avez développée, mais permettez que nous observons une courte pause et nous vous revenons. Toko kadila gan Deborah Sidio dankorobe mau ponsela le hadim kana Abraham pe mau Isaac pe mau Jacob pe mau ponsen pe gagner klonti kokwe amadaka Deborah pe kadijio de agbepa Yesu Kristo pe nyanyela bobo koko pe mse me o ko hadiji pe yola tue kana mse dodo amesio gbojo le govovo me iye bena ya kpere amesio dive ya cho akpere da ana Yehowa de pe domonyo pe ameta kokota Epe hao do moto adewenye King of King alo fia pe fia You are my father alo wenye tonye Bobobo jalelele nyenye amesi u Goliath Daniel pe mau si o dikple agbaja pe nonome Daniel pe mawe Kasi o katamnya ton akpole Adam de moye yadi le Deborah la puissance de Jéhovah TV Deborah menye hadila de ko oke bon enye mau pe gbepande la Ke dia da se kude mau pe yoyo le pe agbemeuti Mia se hagbeda Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah bondanya gbetio Silantio Ananu akbawo futo Amadaka Matema tutu nyasi Jehovah bondanya gbetio Oh kwa kwandaka Matema tronyasi Oui, nous sommes dans l'émission La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora, c'est une émission qui passe chaque mardi de 16h à 17h. Nous sommes avec Ayebou Koko Afianke Kodjovi de la diaspora vivant en France, ingénieur en génie civil de formation, président fondateur de l'association Eco-Attitude. Nous vous rappelons nos deux numéros sur lesquels vous pourriez intervenir. Ce sont le 228 91 36 97 34.
Je rappelle ce numéro WhatsApp, plus 228 91 36 97 34 et le 228 22 22 52 27, plus 228 22 22 52 27. Monsieur Coco, vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Oui, merci à vous. Vous étiez dans un bon développement avant que nous observions la pause dans cette histoire de Nahel. Comment expliquez-vous le seul fait que, oui, Nahel ne pourra plus revenir en vie, mais dire si on a demandé à ce qu'on fasse une petite cotisation pour pouvoir essayer de soutenir un peu ou bien de financer le dégradé à blanc de Nahel, mais on se retrouve avec une cagnotte du mise en cause plus élevée que celui de Nahel. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette valeur ou bien cela? Mais ça s'explique tout simplement par le fait que beaucoup de personnes ont été touchées et qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un point où on est tout simplement sidéré par tout ce qui se passe autour de nous. Oui, là, si on est sidéré, on devait plus porter assistance à Nahel ou bien à la famille de Nahel et non aux mises en cause. Ou bien c'est moi qui ne juge pas le truc de la bonne manière. Non, je comprends ce que vous dites, mais ce que vous avez peut-être pas compris, c'est que si j'ai pris le temps de développer cette position, vous l'aurez compris, hein, j'ai pas clairement dit que je suis contre la violence, je suis contre les choses qui sont en train d'être brûlées, etc. Mais je pense que ma position était très claire là-dessus. Et donc, c'est peut-être ça qui justement explique c'est-à-dire les gens vont préférer aujourd'hui être plutôt anonymes et vont aller donner quelque chose sans forcément le crier sur tous les toits, voilà, que de vouloir forcément participer à quelque chose qui est connu, qui va être médiatisé, etc. Donc, j'ai envie de dire, moi aujourd'hui, encore une fois, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont dans la posture qui est la mienne, de se dire que oui, on est contre le fait qu'un jeune Africain se fasse contrôler 3 fois lorsque le jeune blanc se fait pas du tout contrôler. Je suis contre toutes les formes de racisme qui peuvent exister, mais je suis aussi de la même manière dont je combats fermement et calmement le racisme, je combats fermement et calmement la violence. Donc, pour moi, ce n'est pas parce que officiellement les données que nous avons là qui nous disent qu'il n'y a pas assez de... que réellement ce que la famille est en train d'avoir aujourd'hui comme soutien doit être remis en cause. Okay. Mais merci beaucoup. Et nous joignons à cette famille pour leur envoyer nos condoléances et nous espérons que ces genres de choses vont être prohibés, ces genres de comportements, ces genres de cette manière de faire trouveront justice, si je peux le dire ainsi. La justice, je peux vous garantir qu'elle sera faite dans cette histoire parce qu'il y a tellement... c'est dommage, mais comme on le dit souvent, il faut à un moment donné que des situations comme celle de Maël arrivent pour que réellement la justice soit finalement au pied du mur et que des situations comme celle que Maël a vécue, plus jamais on ne la vit, mais vraiment à jamais que ça soit banni sur tout le territoire. Parce que c'est ça aussi qui fait que nous nous sentons vraiment, c'est-à-dire méprisés quand il s'agit des petits blancs. Là, ce dossier, déjà, ils n'auraient même pas tiré sur lui. Et là, c'est un petit noir, donc du coup, on le traite comme ça. Et tout le reste qui va suivre. Mais déjà, moi, je me félicite de la manière dont nous avons pu, la majorité en tout cas des personnes, pu tenir une ligne de responsable
où finalement, oui, il y a eu quelques foules, petits groupes qui se sont laissés emporter par la colère, mais je veux dire majoritairement, les vraies personnes qui sont en train de compatir et de tout faire pour que plus jamais on ne vit cette situation ne sont pas forcément ceux qui sont en train de casser ni de brûler les maisons. Voilà. Okay. Merci beaucoup, merci. Et comme tu l'as dit, espérons que ces genres de choses n'arrivent plus à nos frères. Pourquoi même pas à qui que ce soit. Nous sommes dans cette émission La Voix de la Diaspora. Le thème, c'est le panafricanisme. Et Coco, je vous rappelle qu'en 2024, le Togo va organiser un congrès panafricain dans le cadre de l'agenda de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine sur le thème renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir. Coco, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Afrique doit se réinventer pour agir? Oui, à mon humble avis, je pense que vu comment les choses vont vite et vu la place que la jeunesse va occuper dans les années à venir, encore une fois, je n'invente rien, hein, oui. Tous les pronostics le disent. La dernière fois, à l'occasion de la fête de la francophonie, ils l'ont encore réitéré. L'Afrique est l'un des continents qui aura le plus de jeunes oui. Dans son sein. Oui. Et donc, à juste titre, la jeunesse va occuper une grande partie dans les décisions, dans le leadership, dans le panafricanisme, encore une fois, pour revenir sur le terme qui nous concerne. Aujourd'hui, le panafricanisme de demain sera conduit par la jeunesse africaine. La jeunesse ne peut pas continuer avec des manières de faire qui, on va dire, ont été testées, c'est-à-dire on a vu les limites de ce qui s'est fait par nos aînés, ceux qui ont été déjà avant, et c'est pour ça, je reviendrai encore sur le fait d'aller se documenter. Et là, pour le coup, lire, par exemple, Camarala et l'enfant noir serait vraiment, encore une fois, l'occasion de se réimprégner du pourquoi, déjà, en tant qu'Africain, on doit être fier et on doit pouvoir valoriser notre culture. Ou encore, quand je pense, par exemple, aux œuvres poétiques de Léopold Sédar Senghor, nous avons tellement de richesses culturelles à valoriser, tellement de possibilités, c'est-à-dire que l'Afrique, avant même la technologie, était déjà à la pointe de la technologie. Et ça, beaucoup de scientifiques le savaient. Donc aujourd'hui, on sait que si on nous le fait comprendre, donc l'Afrique va pas se sentir être un continent sous-développé. Et donc du coup, dans la tête des Africains, on doit leur faire comprendre que non, ils sont vraiment sur un continent en voie de développement, ils n'ont pas encore atteint une certaine technologie. Mais je peux vous garantir que dans les lignes de certains auteurs africains, on voyait déjà ce qui se passe aujourd'hui dans les technologies les plus avancées qui existent sur Terre. Donc, c'est vraiment pour ça que je pense que l'Afrique doit se saisir de toutes ces enfants, enfin, de toutes les compétences de ses enfants, de ses ressortissants. Oui. Pour citer que, par exemple, l'artiste chanteur Akon, qui a bien résumé ça dans une vidéo, il y a de cela un certain nombre d'années, l'Europe a mis plus d'1 siècle pour se développer. Il y a de cela une trentaine d'années, on a vu, par exemple, la Chine reprendre son continent à bras-le-corps et être ce que c'est que la Chine aujourd'hui. Oui. Il n'y a même pas 10 ans, les pays des Émirats arabes unis ou ne serait-ce que tout ce qui est Dubaï, voilà, il y a une dizaine d'années, personne ne connaissait ces destinations ou en tout cas ne pouvait
imaginer que ça serait ce que c'est aujourd'hui. Et pourtant, avec la technologie de l'époque, d'il y a 10 ans. Donc, imaginez si l'Afrique veut aujourd'hui se mettre vraiment dans une démarche de développement par rapport à la technologie du futur. Je peux vous dire, en tout cas, c'est ce que Econ disait, je le récite, en moins de 5 ans, chaque enfant africain qui revient apporter sa pierre d'édifice à l'Afrique, en moins de 5 ans, on pourra dépasser ce que l'Europe a fait en 100 ans, ce que les Asiatiques ont fait en 30 ans, ou la Chine, pour être précis, a fait en 30 ans, et etc., etc. Donc, vraiment, aujourd'hui, tout est réuni pour que notre continent puisse se réveiller et se mettre vraiment en avance par rapport à son temps, par rapport aux compétences de ces gens. Je vais vous donner encore un dernier exemple. Aujourd'hui, les vrais teneurs de ces vieux continents, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, je le dis ici, fier, ce sont les Africains. C'est-à-dire ces lève-tôt qui vont nettoyer les bureaux, qui vont permettre à ce que, soi-disant, la classe riche, ou ce qu'on veut les appeler, puisse venir travailler. C'est les Africains qui le font, qui vont faire ces travaux, qui vont faire les petits travaux, les petits jobs que personne ne veut, c'est nous qui le faisons. Et quand on fait à l'inverse, ceux qui sont vraiment en train de réfléchir et se casser la tête pour trouver des solutions à des problèmes, là encore, tu nous retrouves. C'est nous qui sommes ceux qui vraiment sont partis vraiment faire des études et qui sont en train de trouver des réponses à toutes les problématiques de pointe qu'il peut avoir aujourd'hui dans la technologie. Donc voilà pourquoi je dis encore que l'Afrique a toutes les possibilités de pouvoir être au rendez-vous auquel le monde l'attend demain. Oui, merci beaucoup. En s'appuyant sur ces exemples que vous venez de citer, qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Qu'est-ce que vous pourrez dire aux Africains si on vous tend la perche de donner un conseil? Mais je reviendrai toujours sur le fait de lire les documents. Il faut vraiment qu'on parte de là parce que ce n'est qu'en faisant le bilan de ce qui s'est passé. Quand je parle par exemple de Kwame Nkrumah, j'ai commencé cette audition avec Kwame Nkrumah. C'est vrai que peut-être le nom peut dire des choses à la jeunesse africaine, mais qui est capable aujourd'hui de vraiment dire qu'il a lu un document sur Kwame Nkrumah? Je pense que c'est déjà ça le conseil que je donnerai à nos frères. Oui. Lisons ce que nos aînés ont fait. C'est des gens qui ont fait des études dans des écoles à l'époque où peut-être vous et moi, même si on était peut-être nés, on n'aurait pas eu la capacité d'avoir leur niveau. Voilà, cette chance d'avoir leur niveau, ou en tout cas d'être éclairés comme eux, et qui ont poussé des études jusqu'à devenir des fois, pour par exemple ne citer que Kwame Nkrumah ou Sylvanus Olympio, major de promo, des gens qui ont été capables de mener leur équipe blanc à l'époque pour dire que c'est eux qui définissaient finalement la ligne directrice de ce que ces futures élites de leur propre continent devaient faire. Donc, je me dis, comment aujourd'hui parler de l'élite africaine ou bien les dirigeants de demain sans forcément repartir à la source et de s'inspirer, par exemple, des écritures d'Amadou Hampâté-Bâ. Je donne l'exemple, par exemple, de son roman « L'étrange destin de Van Grain ». Quand vous le lisez, vous comprenez tout de suite que Amadou Hampâté-Bâ, c'est quelqu'un qui était éclairé et qui avait déjà une vision bien au-delà de ce qu'on peut imaginer qu'un écrivain... En fait, finalement, je me rends compte que ces auteurs des années de la veille des indépendances jusqu'au lendemain des indépendances s'adressaient plus à nous, futures élites de cette époque, parce que malheureusement, et ça vous conviendrez avec moi, que ce n'était pas tous les parents à la veille des indépendances qui avaient l'occasion de pouvoir mettre leurs enfants déjà à l'école. Et que l'école, déjà, pour ceux qui pouvaient y aller, limite s'arrêtait
aux classes, à l'école primaire. C'est-à-dire, si tu savais déjà au moins prononcer un mot français, tu étais un peu comme un bachelier ou quelqu'un qui avait une licence aujourd'hui. Donc, comment voulez-vous que ces personnes-là, ces grands auteurs de cette époque, puissent vraiment s'adresser à leur peuple dans cette langue-là française qui était déjà majoritairement même pas comprise par pratiquement 80% de la population. Ce n'est que nous, aujourd'hui, qui avions la chance d'avoir une école primaire, peut-être pratiquement où 99% des enfants au moins y mettent pied, où nous avons un nombre, mais vraiment, on va dire, majoritaire de la jeunesse qui va au moins jusqu'au bac, et voir maintenant, aujourd'hui, de se dire que même quand on a une licence, on se dit, bon, c'est limite quand les docteurs sont en train de parler, tu as juste envie de te cacher. De lever la voix, parce que tu sais que, voilà, de te cacher, parce que tu sais que ta licence, limite, ça fait pas le poids. Quoi. Même nous qui avions les diplômes d'ingénieurs et qu'on est des détenteurs de master et tout, tu arrives des fois devant un professeur, un docteur, enfin, tu la joues cool, quoi. Donc, c'est pour vous dire que ces aînés-là ont écrit pour nous. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on veut aller dans le sens du développement de l'Afrique sans s'inspirer de ce qu'eux, ils avaient compris déjà à l'époque. Ils avaient pris le temps, ils avaient même le cadre idéal pour pouvoir prendre le temps de pouvoir, par exemple, aller... Aujourd'hui, même ne serait-ce que pour aller se poser quelque part au bord d'une plage et d'avoir vraiment une vue impressionnante et prendre son livre ou bien son stylo et écrire, je pense que vous conviendrez avec moi la difficulté que c'est de se concentrer parce que ça va tellement vite avec les réseaux sociaux, avec les intelligences artificielles, etc., que limite, on n'aura jamais ces occasions que eux ils ont de nous léguer finalement cette richesse. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas l'utiliser pour pouvoir s'en inspirer et projeter l'Afrique dans un lendemain meilleur. Je suis très d'accord. Merci à vous aussi pour ce développement. Je suis en partie d'accord avec vous. Et Coco, aujourd'hui, bon, de nos jours, nous avons, si nous prenons des pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, la Guinée, est-ce que tout ce qui se passe dans ces pays, est-ce qu'on peut se réclamer du panafricanisme en termes de gouvernance, tout ce qui se passe, où les Blancs, si je peux le dire ainsi, où les Français sont aujourd'hui rejetés, si je peux le dire ainsi. Est-ce que vous retrouvez en ça en tant que système du panafricanisme? J'ai commencé l'émission en disant que ça soit la paix ou que ça soit l'unité, parce que les deux vont de pair, on ne peut pas être en train de vouloir atteindre ces deux objectifs aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, parce que voilà, on est dans une sorte d'émission où il faut faire croire que la paix viendra du jour au lendemain parce qu'on va chasser les Blancs, ou bien parce qu'on va chasser les Noirs, ou bien, voilà, parce que quand je parle de chasser les Noirs, je parle bien sûr de certains continents où on pense que voilà, les Noirs sont venus piller les petits jobs qui existent et qu'on pille les ressources de chez eux. Je ne sais même pas quelles ressources dont on parle pour certains pays. Et je ferai fi de citer quel pays, quel que soit. Par contre, aller dire qu'on va chasser aussi les Blancs chez nous parce que voilà, tout ce qui est blanc, je l'ai dit tantôt dans mon intervention, tout ce qui est blanc est méchant, donc il n'y a rien de bon à en tirer, etc. Pour moi, pour ma part, ce serait une erreur. Le juste milieu, et là je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que il faudrait qu'on soit capable nous-mêmes de pouvoir se prendre en charge, de se dire que nous sommes aujourd'hui à la quête d'une indépendance qui dit son nom et non une indépendance qui juste fait plaisir pour qu'on puisse voiler ce qui se passe en dessous. Par contre, je ne voudrais pas qu'on bascule en cherchant ce juste milieu-là dans une sorte de... finalement, négativité et qu'on n'arrive pas à être éclairé par la recherche de l'élèvement de l'esprit. C'est-à-dire élever l'esprit, d'ailleurs,
qui se fait bien à la lecture, par la lecture, c'est de voir comment nous-mêmes déjà nous ne sommes pas parfaits. Reconnaître que nous ne sommes pas non plus en Afrique dans une culture où il n'y a aucun problème et que donc nous, chez nous, tout va bien. Non, c'est-à-dire que laissons le blanc en dehors de tout ça. Nous sommes nous-mêmes déjà dans un cheminement, encore une fois, où finalement, parce que, bien sûr, aucune culture n'est parfaite, et si je reviens sur ceux qui nous ont colonisés, ils ont réussi tout simplement à comprendre les problématiques de l'Afrique pour les utiliser contre nous. C'est-à-dire que on sait par exemple que voilà, sous la région pour rester terre à terre, parce que je suis togolais, je parlerai du Togo, la région par exemple des plateaux, on sait qu'il y a de l'or, donc on va aller convaincre ceux qui sont dans la région des plateaux. Je crois que c'est un exemple. Mais vous avez de l'or. Pardon ? Je crois que c'est un exemple. Parce que, bon, à mon humble avis, je ne sais pas si le Togo est exploité ou bien. Non, c'est un exemple. C'est un exemple pour justement juste caricaturer un peu. Ok, merci. Allons-y alors. Ils ont utilisé, en fait, voilà, une région contre l'autre. Okay. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu justement venir exploiter l'Afrique. Tout à fait. Aujourd'hui, nous devons comprendre justement que même si, et c'est la raison pour laquelle depuis 50 ans, nous sommes aujourd'hui soi-disant indépendants, et on n'arrive quand même pas à pouvoir nous-mêmes exploiter nos propres ressources sans faire appel, encore une fois, à ceux qu'on croit être des experts et qu'on rappelle ces experts-là pour venir développer nos pays. Et comme ça, derrière, on peut éventuellement soutirer quelques miettes de pourcentage. Pour moi, aujourd'hui, je pense que l'Afrique doit être à la recherche plutôt réelle de comment faire pour faire face à ces vieux démons, c'est-à-dire la xénophobie, les divisions ethniques, comment faire pour accepter l'autre, pour que déjà, si nous-mêmes, nous sommes en paix et en union dans nos différents pays et sur notre continent, on puisse réduire, je dis bien réduire parce qu'il y aura toujours des traîtres, il y aura toujours des gens qui vont aller vendre leur âme pour pouvoir faire venir l'étranger. Mais il faudrait déjà qu'on ait quand même la capacité de pouvoir travailler sur nos propres différences et comprendre que nos différences feront notre force pour qu'on puisse travailler ensemble. Et là, le blanc aura moins de chances pour venir exploiter cette division que nous aurons entre nous pour pouvoir aller de l'avant et venir finalement construire notre continent à notre place. Moi, je me félicite de tout ce qui se fait au Burkina. Je me félicite de ce qui se fait au Mali parce que je pense que même si ce n'est pas parfait, ils sont quand même en train de tendre vers cette perfection que je décris aujourd'hui où, je suis désolé de le dire, aujourd'hui on n'est pas non plus en train de parler sur la une d'une génocide blanche. C'est-à-dire que les Maliens ne sont pas en train d'éliminer tous les Français qui existent au Mali. Le Burkina n'est pas en train d'exterminer tous les Blancs qui vivent au Burkina. Donc, c'est juste ça déjà que moi je félicite et que je pense que c'est déjà pas facile pour notre continent à cette époque que nous vivons. Et donc, de dire que oui, ils sont en train de pas bien faire ou de bien faire serait peut-être trop prendre position par rapport à... Je ne connais pas la réalité de ces pays, mais de ce que nous écoutons, de ce que nous entendons de loin, je peux dire que oui, ces deux États que vous avez cités suscitent en nous une envie d'aller dans cette direction, de continuer à être ferme dans nos combats, sans pour autant basculer dans une méchanceté ou dans une sorte de discrimination anti-blanc qui finalement ne serait que nous rabaisser nous-mêmes au niveau des colons qui sont venus faire ce que nous connaissons en Afrique, ou même pire, des esclavages de la période d'esclaves que nous avons connus.
Merci beaucoup. Pour paraphraser Coco, que nos différences soient notre force pour qu'ensemble on puisse construire une Afrique forte, une Afrique développée. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous sommes avec Kodjovi Coco Afiankayebou de la diaspora vivant en France, Togo, d'origine togolaise, ingénieur en génie civil de formation et président fondateur de l'association Eco-Attitude. Coco, votre mot de la fin, si on peut le dire ainsi, surtout que nous tendons vers la fin de cette émission. Eh bien, merci beaucoup pour mon mot de la fin. Ce sera de dire à tous ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, vive que nous connaissions notre continent. Parce que l'Afrique est méconnue par ses propres enfants. Et c'est dommage. Je lance un appel à ce que tous ceux qui parlent de l'Afrique sans savoir de quoi est-ce qu'on parle au juste. L'Afrique, c'est qui, c'est quoi. Je ne peux pas aujourd'hui finir cette émission en ne disant pas aux auditeurs que c'est dommage qu'un Chinois quand il rencontre un Congolais ou un Togolais ou voilà, pour lui, un Ghanéen en Chine, il va nous confondre et croire que nous venons tous. Des fois, ils pensent même que l'Afrique, c'est un seul pays. Et donc, du coup, ils ne savent même pas que c'est un continent. Et ces mêmes questions, des fois, malheureusement, nos frères qui sont nés ici, que ce soit en France ou sur d'autres continents, méconnaissent tellement l'Afrique qu'eux-mêmes se posent la même question. Est-ce que l'Afrique, c'est-à-dire, c'est un pays ou bien il y a combien de pays qui... C'est-à-dire, ça, par exemple, juste ces informations terre à terre, j'invite vraiment que chaque personne de la diaspora, que vous soyez parents, enfants ou premier immigré qui, du coup, devient aujourd'hui un papy de la diaspora, j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre le devoir de véhiculer l'âme de l'Afrique partout où nous soyons pour que vive l'Afrique et que nous soyons fiers d'être Africains. Merci à vous aussi, Coco. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je vous laisse cet adage africain qui dit « Qui vit longtemps voit la danse de la colombe ». Auditeurs et auditrices de Radio-Le-Bénin.tg, merci d'être en compagnie de nos programmes. Bien de choses à vous. Bye bye. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora sur www.radio-lebénin.tg chaque mardi de 16h à 17h. La voix de la diaspora, c'est l'émission qui donne la parole à la diaspora sur l'actualité et aussi sur des thématiques spécifiques dans divers domaines, notamment la politique, la santé, l'environnement, l'économie, etc., sans oublier des thèmes liés à la société. Alors, soyez branchés chaque mardi de 16h à 17h pour écouter et participer à votre émission préférée, La Voix de la Diaspora, puisque votre voix compte.